Salutations personnes de tout sexe, si vous n'avez pas vu le top flop des films 2019, parce que vous avez une vie et encore un peu de joie de vivre, je vous rappelle les règles, je vais vous présenter ici des séries et ou saisons sorties en 2019, de séries vues en 2019. Ces séries vous seront présentées sous forme de liste et pas vraiment de top, c'est-à-dire par ordre de sortie dans l'année. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas vraiment comparer une série comme Sex Education avec Tchernobyl, sauf sur le dark web. Ouais, je suis pas vraiment sûr que les gens aient envie de voir ça. La vidéo va être divisée en 3 parties. La première, c'est les tops, les séries que j'ai aimées cette année. La deuxième, c'est les flops, les séries que j'ai pas aimées. Et enfin, les mentions spéciales, des séries dont j'ai envie de vous parler pour X raisons, mais qui ne sont dans ni l'une ni l'autre des catégories. Une dernière chose, étant donné que j'estime que vous avez sans doute déjà vu une partie des séries que je vais aborder, plutôt que de vous faire un synopsis oral de ces séries à chaque fois que j'en parle, au moment de l'annonce de la série, il y aura écrit le synopsis tiré du site Sens Critique, que j'ai cite tout simplement parce que comme je leur vole des informations, ça semble à peu près légitime. Bref, et on commence avec les tops. La vérité, c'est que j'attendais beaucoup cette série pour deux raisons. La première, c'est Asa Butterfield, qui est un acteur que j'adore, et la deuxième, c'est que je me suis dit, une série qui parle d'éducation sexuelle, en vrai, pourquoi pas? Mec, t'aurais dû me demander. Ouais, ou pas, hein, sinon, c'est pas... Après, je vous avoue que la série m'a fait un petit peu peur quand j'ai vu les bandes annonces au cinéma, parce que les bandes annonces étaient un petit peu censurées, et j'avais peur que du coup, ils aient pas au bout de leur idée. Mais je suis content d'avoir eu tort. La série assume complètement son côté éducation sexuelle, et que ce soit les conseils, les remarques ou les propos, c'est vraiment réfléchi et expliqué. Ça se veut comme une série à but d'éducation sexuelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. En plus de ça, la réalisation est vraiment, vraiment top. Je vous mets ici le numéro et le timecode d'un épisode. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette scène. Vraiment, je trouve qu'en termes de réalisation, elle est vraiment cool. Attends, c'est pas toi qui disais que t'aimais pas les films / séries centrés sur le cul? C'est vrai. Mais en vrai, ce qui me dérange souvent quand on parle de cul dans un film, c'est que c'est souvent gratuit, c'est souvent inexpliqué. Alors que là, dans tous les cas, en fait, la série est une teenage série. Et comme dans toutes les teenage séries, ils se sentent obligés à un moment ou à un autre, même dans quasiment toute la saison en général, de nous parler de cul. Il faut qu'un tel couche avec machin, que le truc qui se passe... Enfin, qui est du cul, parce que ça fait vendre et qu'il y a les hormones qui travaillent les gens qui vont regarder ça. Donc, en vrai, pourquoi ne pas le faire intelligemment? Oui, non, vu comme ça. Et l'histoire? L'histoire, ça va. C'est pas oufissime, mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc, c'est pas complètement débile, c'est pas dénué de sens. Il y a pas mal de clichés qui sont détournés. Je pense notamment à la relation de Eric et de son père, qui est assez inattendue, au final. Après, je vous avoue que j'ai vu pas mal de séries, dont 364 selon ta page Sens Critique. Voilà, je pense que la série va se dégrader avec le temps, et je pense pas que la série sera aussi surprenante dans les saisons à venir. Si je te dis Dieu, tu penses à Morgan Freeman? Non, Steve Buscemi. Et en plus de ça, dedans, il y a Daniel Radcliffe, un acteur que j'adore, et si jamais vous le connaissez uniquement pour son rôle d'Harry Potter, je ne peux que vous conseiller un lavage de cerveau et de le redécouvrir avec la série A Young Doctor Notebook, où il est vraiment surprenant. Mais bref, je sens que je dis vague. Non, vague! On l'a trop faite cette blague, en vrai. Encore une fois, c'est une grosse découverte, c'est drôle, c'est intelligent et surtout c'est super émouvant. Daniel Radcliffe joue ici un ange affecté au service des prières. Et en fait, la manière dont il parle de son métier dans la série rend une scène drôle, également super émouvante. Et je pense que de manière générale, en fait, le casting est un gros plus pour cette série. Et puis si jamais vous aviez pas spécialement envie de vous lancer dans un truc à rallonge, là c'est une saison, c'est 7 épisodes, c'est 25 minutes par épisode. Donc vraiment, laissez-vous tenter. Il y a un début, un milieu, une fin. Allez-y. Toi aussi, tes passions sont la dépression, l'humour noir et les chiens. Alors regarde Afterlife, le film de 2010 avec Liam Neeson. Non. Bon, même si j'avoue que Liam Neeson et dépression, ça va un petit peu de pair. Mais non, là je parlais de la série écrite, réalisée et interprétée par Ricky Gervais, le maître de l'humour noir, le défenseur de la liberté d'expression et surtout le créateur original de The Office, Derek, The Extras. Bref, un mec qui est vraiment cool et que j'apprécie tout particulièrement et qui livre ici une série qui parle d'un sujet sensible. Donc j'avoue que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais je trouve ça vraiment osé. En fait,
Il ose aborder tout et n'importe quoi, il ose rire de tout sans pour autant se moquer, et entre deux fous rires, il arrivera à vous faire pleurer comme il faut. Cependant, j'avoue que je suis un petit peu réticent quant à l'idée de la saison 2 qui arrive, tout simplement parce que je vois pas trop pourquoi on fait une suite à cette saison 1 qui se suffit à elle-même. Mais bon, j'attends de voir avant de véritablement me prononcer, et puis si jamais vous avez Netflix, lâchez un petit peu La Casa de Papel ou Stranger Things, et allez plutôt voir ce qui se passe du côté des bonnes séries. Grosse découverte de l'année dernière, cette année, Barry revient avec une saison 2 qui, étonnamment, est encore meilleure que la saison précédente. Déjà dedans, il y a Bill Hader, et si vous ne savez pas qui est Bill Hader, eh ben, regardez Barry. C'est simple, le mec me donne envie d'arrêter d'essayer d'être acteur, parce que, en fait, il est trop bon, il peut être super drôle, et la scène d'après être un tueur sanguinaire, et les deux, ça passe nickel. À côté de ça, la série est vraiment très bonne. C'est simple, j'ai recommandé à plein de gens, et j'ai trouvé personne avec qui débattre de si oui ou non c'était bon, parce que c'est unanime. Tout le monde aime cette série. J'ai trouvé personne qui pour le moment avait été déçu. En plus de ça, la saison 1 se centrait beaucoup sur Barry, ce qu'on pouvait limite un petit peu reprocher, parce qu'il y a des personnages secondaires, et la saison 2 rattrape le tir et va se centrer un petit peu plus sur des personnages comme celui de Sally ou de Noho Hank, qui sont super intéressant, et les thématiques qui sont abordées avec sont hyper bien traitées de nouveau. Donc vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. Bon, alors, aucune surprise ici, hein, Tchernobyl, c'est très bon, enfin, c'est super bien réalisé, les acteurs sont excellents. À côté de ça, le scénario est très bien écrit, alors que pourtant, le scénariste nous avait habitués à écrire des grosses merdes. Et puis, en fait, c'est un fait historique, et là, il se rapproche extrêmement de la réalité, et les quelques changements qui ont été faits seront soulignés à la fin du dernier épisode, ce sera carrément écrit, voilà, on a changé ça, on a changé ça, on a changé ça, et voici pourquoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à redire, enfin, il s'agit quand même d'un fait historique, ce qui s'est passé en Ukraine en 1986 est extrêmement important, et surtout, c'est loin d'être fini. Donc, quitte à se renseigner sur le sujet, profitez-en, quoi. Vous avez une série qui est bien fichue et qui vous explique tout. Donc foncez. Vous aimez l'absurde et vous avez envie de poser un petit peu votre cerveau? Angie Tribeca est là pour vous. Interprétée par l'excellente Rashida Jones, la série de Steve et Nancy Carell revient avec une 4e et une dernière saison parce que la série a été annulée. Ah, en fait, je pense qu'ils sont juste allés trop loin. La saison 1, 2 et 3 sont absurdes, mais on peut y trouver une sorte de logique. La saison 4, c'est la foire, ça va dans tous les sens. Et moi, je trouve ça vraiment génial parce que c'est un niveau d'absurdité extrême et c'est super drôle. Je me tape des barres vraiment devant cette série. Mais voilà, faut aimer l'absurde poussif. Si vous voulez vous faire une idée, je vous mets comme d'habitude la bande-annonce, le lien de la bande-annonce, parce que la bande-annonce je ne l'avais pas vraiment, mais le lien de la bande-annonce dans la description. Sachez que dans cette bande-annonce, il s'agit uniquement d'extraits de l'épisode 1 de la saison 1, et vous serez fixés. La série allemande qui n'a rien à voir avec Stranger Things revient avec une saison 2 qui est toujours aussi bien écrite. En fait, c'est assez ouf, parce que vu le sujet que ça traite, c'est compliqué d'être cohérent et pourtant ils y arrivent. Apparemment la série a été écrite d'un bloc, les 3 saisons ont été écrites en même temps, la 3e n'étant pas encore sortie, et ça se sent, parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais disons juste que vu le sujet qui est traité, être cohérent, c'est pas facile. Et à côté de ça, c'est vraiment une véritable lueur d'espoir pour tout ce qui est série à petit budget de science-fiction. Et pourtant ça s'appelle Dark. Non mais c'est parce que t'as dit une lueur d'espoir. Non mais on a tous compris. Et du coup dark, ça veut dire sombre. Donc l'inverse d'une lueur. Ta gueule. La saison 3 de Légion marque la fin de cette série qui m'aura vraiment surprise. C'est simple, c'est un melting pot d'idées scénaristiques et visuelles. C'est surprenant, il n'y a pas un épisode où il n'y a pas au moins une scène où je ne sois pas resté devant en me disant « Ouh putain c'est classe » ou alors « Ouh putain c'est beau ». C'est innovant, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et alors, ça plaira pas forcément à tout le monde parce que l'histoire est vraiment perchée et pas dans le sens humoristique. Mais à côté de ça, c'est vraiment innovant à tous les niveaux
Et en plus de ça, c'est une série qui a réussi à s'arrêter, parce que même si la saison 3 est un peu moins bonne que la saison 2, ça apporte quand même quelque chose en plus. Mais surtout, à peine la saison 2 a été terminée, que la saison 3 a été annoncée comme étant la dernière, parce qu'après ça, l'équipe pensait avoir fait le tour de la question et avoir fini son histoire. Et c'est le cas. Bref, faites plaisir à vos yeux, regardez Légion. Marre des super-héros trop gentils, The Boys est là pour casser cette image et réussit avec brio dans cette première saison. C'est violent sans être gratuit et surtout c'est lourd de sens. Malgré ça, il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques, notamment sur la fin de la saison. Et puis surtout, je sens que c'est pas une série qui est faite pour durer trop longtemps. En une saison, on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à raconter, et donc j'espère que ça va pas trop s'éterniser. Mais bon, on verra ce que la suite nous apportera. Pour le moment, la première saison est vraiment réussite. Glow est une série que j'apprécie grandement et dont les thématiques sont souvent traitées avec beaucoup de justesse et pas mal d'originalité. La saison 3 continue sur cette lancée, les personnages sont toujours aussi attachantes et les actrices toujours aussi bonnes, les dialogues sont toujours aussi bien écrits. À côté de ça, malgré tout, on sent que Netflix a tendance encore une fois à vouloir absolument parler de certaines thématiques, c'est-à-dire les thématiques qui en ce moment font beaucoup parler d'elles. Ici, il y a notamment la transsexualité. Cependant, pour une fois, c'est pas gratuit. Ils en parlent pas juste pour en parler, et ça ajoute véritablement un message et une thématique annexe vraiment intéressante. Et je pense que c'est aidé du fait que ça se passe à Las Vegas dans les années 1980. Vraiment, j'ai trouvé que cette série arrivait à innover de nouveau avec cette saison 3. Je sens qu'il y a un mais. Et tu as raison de penser ça parce qu'effectivement, il y a un mais. En fait, il y a tellement d'histoires annexes dans cette saison qu'on en oublie presque en fait le sujet de base qui est le catch féminin dans les années 1980. Et alors, oui, toutes les histoires annexes sont bien traitées et apportent quelque chose, mais est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu trop ? Mais c'est si grave que ça, parce que je veux dire, le catch féminin, c'est pas... Bah, justement, c'était la seule série qui parlait de ce sujet-là. Et qu'on soit fan ou pas de catch, montrer le combat qu'il y avait eu pour que cette chose puisse être mise en place dans ces années-là, et l'évolution que c'est pour l'égalité homme-femme, d'une certaine manière, bah, je trouve ça dommage, en fait, qu'on en oublie ce propos petit à petit. Après, c'est un avis purement personnel. Préquel improbable au film de 1982, cette année on a le droit au retour de Dark Crystal, dans une série toujours portée par des marionnettes, et pour ça il aura fallu que le réalisateur Louis Leterrier se batte longtemps avec Netflix pour avoir le droit d'utiliser des marionnettes, parce que Netflix à la base voulait en faire une série d'animation. Ouais, enfin, les marionnettes c'est sympa, mais c'est pas un peu dépassé? Oui et non. En fait, le problème des marionnettes, c'est que même si visuellement ça rend très bien et ça vieillit beaucoup moins vite que beaucoup d'effets numériques, ça a quand même tendance à avoir un impact sur le dynamisme de l'action. Sauf si le reste de la technique fait des efforts. C'est-à-dire que là, le montage est très bien, les mouvements de caméra sont pensés pour dynamiser un peu l'action, le tout est accompagné par une lumière qui est excellente, un doublage qui est très bon, et tout ça donne lieu au final à une série qui est magistrale. Même si j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me lancer dedans au début. Les premiers épisodes, j'étais pas à fond dedans, mais très vite, en fait, l'histoire prend le dessus et on est vraiment captivé parce que c'est loin d'être convenu. Si vous avez besoin d'une série un petit peu feel good, je ne peux que vous recommander Atypical. Vraiment, on en est à 3 saisons et je trouve ça excellent. Alors, c'est vrai que la réalisation est pas merveilleuse, l'image est pas folle, on va pas se dire « Waouh, ce plan de dingue, ils ont trop poussé le truc !» C'est limite du champ contre champ, et puis ça se limite un peu à ça. Mais en fait, c'est super bien écrit. Les personnages sont tous attachants, les dialogues sont merveilleux, et en fait, la série va faire quelque chose que je trouve assez ouf, c'est prendre le temps de prendre tous les points de vue. Alors, tous les points de vue, j'exagère peut-être un peu, s'il y a un personnage qui apparaît 3 secondes, on va pas prendre son point de vue, mais je veux dire, tous les personnages, un minimum important, on va prendre le temps de se focaliser sur, ok, comment il réfléchit, comment il pense. Et là où c'est intéressant, c'est que ça donne une série où au final, il n'y a pas de méchants. Oui, des fois, il y a des protagonistes qui sont en tort, mais c'est jamais voulu, c'est jamais dans le but de faire mal. Et souvent, quand il y a conflit entre deux protagonistes, c'est juste parce que protagoniste 1 pense de telle manière, protagoniste 2 pense de telle manière, et les deux manières sont incompatibles.
Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on vit dans une société où de plus en plus on a du mal à se parler, on a du mal à dire aux gens tiens là t'as dit ça, ça m'a pas plu pour telle ou telle raison. On garde tout pour nous, on garde tout enfermé, et là c'est une série qui prend le temps de nous expliquer différents points de vue et de nous montrer que oui, des fois on va vexer des gens, oui des fois en fait on va pas être d'accord, et qu'en fait c'est normal et qu'on peut pas y faire grand chose. Et je trouve que c'est un message qui est vraiment intéressant, et là pour le coup c'est bien écrit, c'est bien fichu, les acteurs sont très bons. J'ai une petite préférence pour Bridget Luddy Payne qui joue la sœur du héros, mais en même temps son personnage est juste merveilleux, il est super bien écrit, il est super bien pensé, et donc voilà, je ne peux que recommander cette série. Encore une fois, c'est du feel good, c'est pas une série qui visuellement va vous bluffer, mais malgré ça, je trouve que c'est tellement bien traité que je suis resté captivé devant. À chaque fois qu'il y a une saison, je l'ai bouffé d'une traite, et regardez Atypical, vraiment c'est super cool. Après une surprenante première saison qui n'appelait clairement pas une suite, la série arrive à accomplir un exploit incroyable en proposant une nouvelle intrigue, un nouvel arc thématique, c'est-à-dire une saison 2 qui marche et qui est intéressante. Reste juste à espérer qu'ils fassent pas de suite. Ça n'arrivera pas. À la fin de la saison 1, ils avaient directement annoncé qu'ils feraient probablement une saison 2 si ça marchait. Autant là, ils ont annoncé directement qu'ils ne feraient pas de saison 3, parce que tout simplement, ils estiment qu'ils ont fait le tour du sujet et qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Du coup, saison 2 meilleure que la première ? Non. Non, c'est pas meilleur que la saison 1 pour plusieurs raisons. Déjà parce que on est moins surpris. La saison 1 abordait une thématique qu'on n'attendait pas forcément. Là, la thématique reste quand même un peu la même, donc il y a plus cet effet de surprise qu'on pouvait avoir avec la saison 1. Et surtout, autant les premiers épisodes sont super bien écrits, autant sur la fin, ça traînasse un peu, il y a quelques facilités scénaristiques, et il y a notamment une scène dont je me serais clairement passé parce que ça apporte rien. Mais bon, ça reste une bonne saison. Attends, tu mets la saison 4 dans tes tops ? Ouais. La série a pas été gâchée ? Non, c'est cool. Yes ! Je vous explique, vous allez le voir dans mon flop, il y a beaucoup de séries que j'attendais cette année qui m'ont profondément déçu. Et The Expanse, c'est une des séries que j'attendais le plus parce que vraiment, les saisons 1 à 3, j'ai surkiffé. Et puis la série a été annulée, puis rachetée par Amazon, donc on pouvait s'attendre à un petit peu tout et n'importe quoi. Et en vrai, c'est cool. Je commence juste par les défauts. Je pense que la saison a eu un petit peu trop d'argent par rapport à d'habitude. Enfin, je pense qu'il y a eu plus d'argent du moins parce qu'il y a un véritable step-up. Et c'est un défaut ? Non, c'est pas ça le défaut. Le truc, c'est que on sent qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont plus d'argent que dans les saisons d'avant. Et du coup, des fois, ça va peut-être un petit peu trop loin dans ce qui est montré visuellement. C'est un petit peu too much. Mais voilà, c'est pas catastrophique. Autre défaut, selon moi, c'est l'intrigue qui est lancée pour la saison 5. J'avoue que je suis un peu réticent parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois et en général c'est un peu bateau, donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire, mais j'ai un peu peur. À côté de ça, la saison 4, c'est toujours aussi bien, c'est super bien écrit, je trouve que les personnages sont vraiment attachants, et puis en fait c'est con, mais ce que j'adore dans cette série c'est le côté politique. Je dis c'est con parce qu'en général c'est quelque chose qui va me sortir des films parce que c'est un sujet que je maîtrise pas assez, je suis vite perdu. Mais là, comme c'est à échelle mondiale, même galactique, parce qu'il y a 3 factions, il y a la Terre qui est très politique, il y a Mars qui est très militaire, et ensuite il y a les habitants des astéroïdes, qui vivent entre guillemets dans l'espace, qui eux sont un petit peu le tiers-monde ou les banlieusards entre gros guillemets, et il y a une sorte de constante guerre froide entre ces 3 factions, qui s'en veulent un petit peu les uns les autres, qui se détestent un peu les uns les autres, mais sans que ça parte vraiment en fight. Et il y a cette tension constante qui est vraiment bien fichue, qui est vraiment bien expliquée, si on se concentre assez sur la série, parce que encore une fois c'est une série où comme Dark il faut vraiment être bien concentré dessus, mais c'est on peut comprendre en fait ce qui se passe, on peut comprendre les différents points de vue, et c'est plutôt bien fichu. À côté de ça, l'écriture, comme je le disais, est vraiment intelligente. Ça prend pas parti, c'est-à-dire qu'on va pas nous dire regardez, eux ils sont gentils, eux ils sont méchants, même quand il y a des méchants qui nous sont montrés un petit peu comme regardez c'est le méchant de la saison, oulala il est pas gentil, même lui on va quand même prendre le temps de prendre 2-3 passages pour nous expliquer pourquoi il pense comme ça. On va nous expliquer qu'on n'est pas d'accord, on va très vite comprendre que les héros qu'on suit
ne réfléchissent pas de la même manière, mais on peut comprendre pourquoi le personnage peut en venir à penser comme ça. Et ça, c'est assez ouf. Et surtout, ça part pas en baston toutes les 5 minutes. Ouais, il y a pas mal d'actions quand même. Oui, il y a pas mal d'actions, c'est vrai, mais c'est jamais gratuit. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir un protagoniste qui va en tuer un autre, et là tout de suite on pourrait dire, tiens, ça part en baston. Et en fait, non, parce que ils savent très bien qu'en fait, si tu lances une baston, il va y avoir plein de morts, de dégâts collatéraux, ce genre de choses. Donc il y a vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment le cas, on est dans une guerre froide depuis 4 saisons, et c'est vraiment intéressant. Vraiment, je peux que conseiller cette série, c'est bluffant. Et puis les persos sont cool. Amos. Non mais Amos. Amos à la playa, a mí me gusta bailar. Et là, t'as tout gâché. Non, mais tu sais ce qui a tout gâché ? Attends, ça parle de quoi déjà la saison 5 ? Je sais plus. Ah ! C'est ça le problème. 4 ans après la saison 4, qui était déjà de trop, l'une des meilleures séries anglaises revient avec une saison 5 qui est complètement sans intérêt. Et j'exagère à peine en vous disant que je me rappelle plus de quoi ça parle. C'est-à-dire que je me rappelle du fil rouge, je me rappelle des plus gros spoils de la saison, mais à côté de ça, tout ce qui est histoire annexe, sachant que c'est l'une des plus longues saisons concernant cette série, je l'ai déjà oublié en fait. Ça n'avait tellement pas d'intérêt que mon cerveau a fait une croix dessus, a libéré de l'espace. Et c'est dommage quand même. Black Mirror, mais en drôle. En vrai, pourquoi pas ? Mais il faudrait que ce soit drôle. Et là, en même temps, la série pouvait pas te plaire, t'aimes pas l'humour sexuel et il y a que ça. Alors oui, effectivement, mais après, si la série parlait de cul, je serais juste pas le public. Le problème, c'est que c'est un petit peu dommage que ce soit le thème principal de cette série, alors que c'est censé parler de tech. L'idée est sympa, je vous l'accorde, et les acteurs jouent plutôt bien. Mais très vite, ça devient ridicule, déjà vu et incohérent. T'es dur. Non, je suis désolé, je suis pas dur. Alors, attention spoiler, quand la couleur revient, c'est que j'ai arrêté de spoiler. Les mecs découvrent que leur sœur elle va être responsable de la fin du monde, parce qu'elle a des pouvoirs gigantesques qu'on leur a cachés, et en fait, elle peut détruire le monde et elle va le faire. Donc là, on va se dire, logiquement, ils ont 2 choix possibles. Soit ils butent leur sœur, avant qu'elle le découvre, et puis voilà, comme ça ils sauvent l'humanité, un peu plus tuer tout le monde. Mais j'avoue que c'est un petit peu radical, parce que ça veut dire buter ta sœur, ce qui est pas ouf. Soit, en fait, ils prennent le temps de lui expliquer la situation. Je sais pas, ils arrêtent d'être des gros connards, ils arrêtent de la mettre complètement de côté, ils prennent le temps de discuter avec elle, lui dire bon voilà, on savait pas, on est désolé, on s'est comporté comme des gros cons, essayons de comprendre ça ensemble, essayons d'apprendre à gérer tes pouvoirs ensemble. Et puis, en plus, c'est ce qu'elle demande depuis le début de la saison, qu'ils arrêtent de la foutre de côté. Mais dans la série, ils font aucun de ses choix. Non, justement. Dans la série, ils font quoi ? Ils l'enferment. Je veux dire, t'as la personne qui, si tu l'énerves, peut détruire l'humanité, ton réflexe, c'est de l'enfermer pour qu'elle soit vénère. Non mais je suis désolé, je veux bien que des fois les personnages fassent des erreurs et que voilà, ça tourne au vinaigre. Mais là je veux dire, il y a 6 protagonistes, 6 qui peuvent réfléchir, qui peuvent se parler, et il n'y en a pas un seul qui se dit « Hey, l'enfermer c'est juste trop une idée à la con !» Enfin, bref, c'est pas catastrophique. Je vous le cache pas, c'est vrai, j'exagère un petit peu en disant que c'est très mauvais. Mais il y a un moment où ça réinvente pas la roue, et même j'ai envie de dire ça réinvente rien, c'est déjà vu, on sait tous où ça va, tu démarres la série, t'es un peu perdu parce que l'univers est particulier, mais dès que t'as compris l'univers, tu sais exactement où ça va aller. Là, la saison 2, ils nous font genre waouh, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez faire comme d'habitude, ça va être exactement la même chose que la saison 1, et puis vous allez mettre un twist en fin de saison, histoire de faire votre saison 3 qui sera nul à chier. Enfin... Voilà, je suis désolé, mais moi, ces genres de séries, en fait, ça me gave. Je les ai déjà vus, c'est basique.
Et ça m'intéresse pas. Et d'un côté, je suis vraiment déçu parce que ça marquait le retour d'Ellen Page. Ellen Page, qui est une actrice que j'aime profondément. J'ai adoré, notamment dans le film Super, qui était un truc de super-héros un petit peu loufoque, une sorte de kick-ass, mais en réussi. Et qui a plus de carrière en fait depuis qu'elle a fait son coming out. Mais j'imagine que c'est une pure coïncidence. C'est beau. C'est même magnifique. Chaque épisode a un type d'animation différent, avec une réalisation qui est des fois très bonne, des fois pas bonne. Mais je me fais chier, en fait. Je trouve que les histoires sont vraiment pas ouf. Alors, il y a quelques épisodes que j'ai bien aimés. Je vous mets la liste là dans l'écran, parce qu'il y en a pas beaucoup, donc ça devrait tenir. Mais... ouais, enfin voilà, en fait, le truc c'est que, ouais, c'est beau, ouais, c'est innovant, c'est innovant visuellement, mais derrière, j'ai rien ressenti. Rien du tout. La série se passe dans un futur proche et nous parle d'âme sœur. Voilà, c'est tout pour moi. Non mais tu peux développer quand même. Bah écoute, ouais, si tu veux, je peux développer un petit peu plus. Je sais pas, si vous avez envie d'écrire une série de science-fiction, sortez de chez vous. Je sais pas, commencez par ça, renseignez-vous sur le monde qui vous entoure. Non, parce que... En fait, c'est tout con, mais on est dans une société de nos jours où de plus en plus, on voit apparaître des troupes, des couples qui sont ouverts, des couples libres, des sex friends, enfin, tout un tas de relations nouvelles. On commence complètement à casser cette idée du couple de deux personnes qui sont en couple et qui s'aiment jusqu'à la fin de leur vie, qui se marient à l'âge de 17 ans et qui vont jusqu'à 80 ans. On commence enfin à casser ce truc-là. On commence également à avoir cette idée de pour être heureux, on n'est pas obligé d'être en couple. Et là, la série nous parle d'âme sœur. Je veux dire, c'est une série de science-fiction qui a déjà 20 ans de retard sur le monde actuel. Alors que ça se passe dans le futur. Et en plus, putain, parlons-en, quoi. C'est le futur. Les mecs arrivent à te créer une puce que si tu te l'implantes, eh ben, tu peux trouver ton âme sœur en mode, bam, c'est sûr, c'est ça. Et c'est la seule révolution technologique qu'on voit de toute la série. Je veux dire, leur téléphone, c'est les téléphones qui sont sortis cette année. Il y a rien d'autre en termes de technologie dans la série. Je sais pas, essayez d'inventer 2-3 trucs, mettez des voitures un peu nouvelles, enfin, essayez de montrer qu'on est dans le futur, essayez de nous montrer qu'il y a eu une évolution technologique autre qu'un Tinder 2.0. Et puis, je suis désolé, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'un truc français, je reviens là-dessus, mais... c'est quoi cette direction d'acteur, quoi? Enfin, les dialogues sont nuls, les acteurs sont nuls, alors que pourtant ils sont pas mauvais. Je veux dire, l'acteur principal, il joue dans Au service de la France, qui est une série qui est très très bonne. Et là, il joue exactement pareil que dans Au service de la France, sauf que dans Au service de la France, cette manière de jouer rend la chose comique, rend la chose un peu borderline et drôle. Là, dans un truc de SF qui est pas fait pour être drôle, et ben on a juste l'impression que les acteurs sont nuls à chier. Donc voilà, je suis désolé, mais si vous aimez la science-fiction, regardez autre chose en fait. Quoi? Ouais. Pas Black Mirror. Si, coup dur. La saison 5 de Black Mirror était décevante. Non, je dirais même que c'était nul, en fait. Les thématiques, on les a déjà vues. Là, c'est pas très crédible. Les épisodes sont trop longs. Et vraiment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai bien aimé l'épisode 2. Je l'ai trouvé intelligent, je l'ai trouvé bien joué. J'ai trouvé que ce qu'il racontait, c'était cool. Mais c'était trop long. Et autant l'épisode 1 et 3... l'épisode 1, je trouve qu'encore une fois, l'idée est géniale. Ça aborde le thème de est-ce qu'on est la même personne dans la vraie vie et en ligne? Je pense, à titre personnel, que non, mais j'avais envie de voir un petit peu ce que Charlie Brooker pourrait nous raconter sur le sujet. Et
Et ça parle de cul pendant 1 heure. Voilà, c'est la seule thématique de l'épisode, c'est du cul. Et l'épisode 3? Et l'épisode 3, encore une fois, l'idée est pas complètement débile, c'est un sujet qu'on a déjà vu, enfin qui a déjà été un peu traité, mais après tout, pourquoi pas. Mais en fait, ce que je trouve qui faisait la vraie force de Black Mirror jusque-là, c'est qu'à chaque fois qu'on nous montrait une avancée technologique, on y croyait, en fait. On se disait, ok, ça n'existe pas, mais je pense que ça pourrait exister. Je pense qu'on tend vers ça et que ça va arriver. Autant là, dans cet épisode 3, j'y crois pas une seconde. Ça paraît trop gros, c'est... Non, vraiment, j'y crois pas. Et puis un autre défaut, je trouve, de cette saison, c'est que je la trouve trop gentille. Je trouve que ce qui faisait la vraie force de Black Mirror jusque-là, c'est que souvent, en fin d'épisode, on passait d'un début qui était un petit peu gentil et mignon, on nous montrait de manière rigolote comment ça pouvait, et petit à petit, ça devenait de plus en plus malsain, jusqu'à, en général, une bad ending assez forte. Autant là, on tend souvent vers la happy end ou la semi-bad ending, et du coup, bah, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est pas le Black Mirror qu'on a tendance à voir d'habitude, et ouais, bah, j'ai été déçu. Voilà. Autre coup dur de cette année, la saison 3 de la série brésilienne 3%, une série que j'adorais, et là... bah c'est pas ouf quoi. Enfin les 2 premières saisons étaient vraiment magnifiques, c'était super bien écrit, c'était innovant, c'était lourd de sens, et surtout il y avait une écriture impartiale. Et là, dans la saison 3, bah déjà on commence sur un flash forward que j'ai trouvé vraiment chiant, parce que ça saute ce que j'aurais voulu voir dans la saison 3, tout simplement. Et on nous le remonte vite fait via des flashbacks dont tout le monde se bat les couilles. Et surtout, en fait, ça devient une série. Ce que j'entends par là, c'est que vraiment, on sent que ça va être écrit saison par saison, où il faut qu'il y ait un twist à la fin pour que ça continue, et que ça continue jusqu'au moment où ça va saouler les gens. Et on perd complètement ce côté impartial. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, les twists sont médiocres. Et en fait, la suite, ce sera sans moi, tout simplement. Ah ouais, juste comme ça? Bah oui, parce que effectivement, c'est pas ultra mauvais, les acteurs sont toujours aussi bons. Moi, il y a des personnages, j'y suis toujours un peu attaché, même si la moitié ont été complètement détruits dans cette saison. Mais juste, vraiment, ce que j'aimais jusque-là, c'était cette écriture impartiale. Montrer que les 2 fronts avaient une manière de penser qui était réfléchie. Et qu'il y avait des gentils et des méchants de chaque côté. Là, c'est les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, et le combat méchant contre le gentil, je l'ai déjà vu 1000 fois, et je m'en bats les couilles. Après 2 très belles saisons, cette année on a le droit au retour de The Handmaid's Tale avec une 3e saison, et déjà en fait c'est trop long. C'est pas 3 saisons, c'est long, c'est juste en fait ce que ça raconte. Je trouve ça trop long. À chaque fois que ça avance, 3 épisodes après, on retourne à la situation initiale. Et là, vraiment, à la fin de la saison 3, je pense que si je re-regarde la saison 1, je vois pas l'évolution. On est retourné au point de départ, ça avance pas, il y a eu des nouveaux protagonistes, il y a eu 2-3 petites histoires qui se sont passées, mais ça n'avance pas, ça traînasse. Et je sais pas si ils ont prévu une fin, ou si encore une fois on se retrouve face à une série qui va continuer jusqu'au moment où ça va saouler les gens. Mais surtout... Sujet sensible. Oui, je sais, et je vais essayer de formuler ça de la meilleure manière possible, et ne m'en voulez pas si c'est un peu maladroit de ma part, parce que c'est vraiment pas... je sais pas en fait comment aborder la chose pour que ça passe bien, parce que je sens que c'est un sujet un peu sensible, un peu borderline. Mais en fait, ce que j'aimais beaucoup dans les 2 saisons d'avant, c'est que, je vous apprends rien, hein, la série parle beaucoup de féminisme et de la condition de la femme via cette civilisation un peu dystopique, mais qui peut se raccorder à ce qu'on vit également de nos jours. Et je trouvais que les 2 premières saisons arrivaient à rendre la chose assez intelligente, dans le sens où on nous montrait qu'effectivement la condition de la femme est pas bonne, qu'il faut changer les choses, mais qu'à côté de ça, on avait aussi des femmes qui freinaient la chose, on avait des hommes qui essayaient d'aider, on avait des hommes qui étaient un petit peu des dommages collatéraux de la chose, et qui souffraient également en fait de cet état patriarcal, parce que c'est pas non plus ce qu'ils voulaient, et qu'ils n'arrivent pas à faire changer les choses, qu'ils n'arrivent même pas à essayer d'aider, qu'ils empirent les choses sans le vouloir.
Et voilà, il y avait un petit peu cette écriture qui se permettait de nuancer le propos. Et ça, on le perd dans la saison 3. On le perd dans la saison 3 déjà par l'écriture de la saison, qui va même faire passer certains des gentils protagonistes masculins pour des gens qui sont pas si gentils que ça au final quand on fouille un peu. Je pense notamment au... je suis désolé, je perds un peu mes mots parce que j'essaie de bien formuler la chose, mais notamment le voiturier, je sais plus si c'était exactement ça, mais le mec de la saison 1 avec qui elle a une relation et tout ça, qui au final on nous montre comme étant un petit peu un mec qui s'en bat les couilles et qui est pas si gentil que ça. Et puis surtout, c'est vers la fin de la saison qu'on va avoir un discours de l'héroïne principale, héroïne qui d'ailleurs, je vous le cache pas, j'accroche pas trop, parce qu'on nous voit un petit peu l'héroïne comme celle qui a lancé la révolution, alors qu'en vrai c'est même pas elle qui l'a lancée, c'est une nana qui meurt dans la saison 1, et ensuite tout le monde la glorifie elle, alors qu'en vrai c'est pas vraiment elle qui a lancé le truc, mais bref, je m'égare un peu. À la fin de la saison 3, elle va faire un discours où clairement elle dit que tous les hommes sont des méchants et toutes les femmes sont des victimes, et je suis pas d'accord. Je trouve ça maladroit, et je trouve que ce qui avait été réussi dans les saisons 1 et 2 sont un peu gâchés dans cette saison 3, et voilà. On finit en beauté avec la saison 4 de Rick et Morty, et on est d'accord, c'est pas ouf. Enfin, déjà au niveau de l'audience, ça arrête pas de chuter, hein, visiblement, donc je suis apparemment pas le seul à penser ça. Mais on se fait chier, enfin je veux dire, c'est gore, c'est du cul pour du cul, ça parle de caca, c'est vraiment des thématiques qui, moi, me raccrochent à rien. Il y a quelques blagues qui sont drôles, mais noyées dans un épisode où on s'emmerde. Et puis surtout, en fait, c'est tout con, mais à la fin de la saison 3, en gros, ils nous annoncent que, à partir de maintenant, fil rouge, on s'en fout, on va faire des épisodes pour déconner, et puis comme ça, on part en freestyle. Et en fait, je trouve que ça marche pas, parce que à chaque fin d'épisode, il s'est passé des choses, et les protagonistes, du coup, ont évolué en fonction de ce qui s'est passé dans l'épisode. Mais comme en fait on s'en bat les couilles, dans l'épisode d'après, ils ont tout oublié, ils retournent à leur situation initiale, voire des fois ils changent un peu de caractère, et du coup à chaque épisode, on a l'impression de redécouvrir des nouveaux personnages, et j'accroche pas en fait. Alors oui, la saison n'est pas finie, et j'en parle, j'ai vu que 5 épisodes, mais je vais arrêter là en fait. Moi j'accroche plus, déjà je vous avoue que la saison 3 j'accrochais, mais sans plus, j'accrochais pas forcément à tout. Et là, en fait, juste, c'est pas pour moi, quoi, je m'emmerde. On en arrive aux mentions spéciales, je vous rappelle, ce sont des séries qui m'ont pas forcément déplu, m'ont pas forcément plu, je suis un petit peu sur un entre-deux, mais j'avais envie d'en parler, ou alors ce sont des séries où si j'en parle pas, on va me demander pourquoi j'en parle pas, donc j'en parle parce que je les ai vues. Voilà, je tiens cependant à dire que je n'ai pas vu Stranger Things saison 3 parce que j'ai trouvé que la saison 2 était désastreuse et en fait j'avais pas envie de voir la saison 3, je m'en fous. Et oui, on m'a fait un résumé et oui, je m'en fous toujours autant. Et pour ce qui est de la Casa des Papel, je n'ai pas vu la saison 3, déjà parce que j'ai trouvé que les saisons 1 et 2 étaient pas oufissimes non plus, je trouvais que l'idée était très bien mais que c'était pas ouf non plus. Mais surtout, en fait, la saison 2, pour moi, c'était la fin. Je vois pas l'intérêt de faire une saison 3. Voilà, on part sur du Prison Break. Enfin, je m'en fous. Donc voilà, ça, j'en parlerai pas parce que je les ai pas vus. Suite et fin des aventures des orphelins Baudelaire. Et c'est pas mal. Enfin, je veux dire, les acteurs sont toujours aussi bons. Les décors sont merveilleux. Ça respecte plutôt bien l'œuvre originale, même s'il y a trop de Comte Olaf à mon goût. Enfin, il est un peu trop présent. Et surtout, j'avoue que l'épilogue apporté par la série, je suis pas fan. J'aimais bien la fin ouverte du bouquin, et je vois pas l'intérêt de cet épilogue qui gâche un peu la fin ouverte. Voilà, après c'est un avis personnel, ça reste quand même une jolie série, je pense que c'est sympa, mais voilà, c'est pas une série de l'année non plus. C'est pas mauvais, c'est toujours un peu drôle et tout, mais c'est juste, je sens qu'en fait on a fait le tour. Ils ont fait les blagues qu'ils avaient à faire, et là, il n'y a plus cette surprise des saisons d'avant. Les personnages évoluent plus, et
Ouais, je sens vraiment qu'en termes d'humour, on a fait le tour du sujet et qu'il serait peut-être temps de raccrocher l'uniforme. Alors la saison 2 de Happy, je l'ai pas mis dans mes tops parce que déjà, en fait, le début de la saison est vraiment laborieux. Je vous avoue que j'ai failli ne pas continuer la série parce que au début, je me faisais vraiment chier. Après, j'avoue que la deuxième partie de la saison est vraiment top. Ça redevient un peu barré, ça redevient gore mais marrant. Enfin, je trouve qu'il y a des vraies bonnes choses. Mais voilà, je reste quand même sur un entre-deux. Et puis surtout, la fin, bah, ça reste quand même très proche de la fin de la saison 1. Ça fait un petit peu redite. Et puis ça lance une saison 3 qui, encore une fois, est pas forcément nécessaire. Sachant que déjà celle-ci était pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est pas une série de l'année. Bon, vas-y, pourquoi tu souris? Ah mais je souris parce que je suis content en fait. Oh là là, c'est tellement nul. Oh, c'est tellement mauvais, c'est du baume au cœur. Vraiment, j'ai... En fait, je la mets pas dans mes flops de l'année parce que j'en attendais rien de cette saison. Et même c'est tellement mauvais que limite j'ai envie de la mettre dans mes tops parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de magistral. Enfin, la seule mort inattendue de cette saison, c'est l'amour des fans pour la série, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Ça fait des années, ça fait 4 saisons que je me tue à dire à des gens, genre, c'est quand même un peu de la merde maintenant. Et tout le monde me dit, oh bah non, tu verras, c'est super bien, on sent qu'ils ont une idée de balade et tout. Et là, petit à petit, tu voyais les fans qui venaient en disant, ah, c'est quand même pas fou, hein. Oh là là, c'est un peu nul. Oui, oui, c'est nul. Mais en vrai, re-regarder la série et post-saison 4, c'était déjà pas ouf, quoi. La saison 5 et 6, elles sont pas ouf. La saison 7, elle est catastrophique. Enfin, c'est vraiment pas bon. Il y a des ellipses de partout. Et vas-y que je me téléporte là-bas. Et vas-y que je me téléporte là-bas. Je m'en fous, je spoil parce que tout le monde l'a déjà vu. Tout le monde se l'est fait spoiler. Je m'en bats les couilles. Mais je veux dire, dans la saison 7, vous avez tous les héros principaux qui sont posés sur un dragon. Vous avez le grand méchant qui a une lance, qui peut tuer un dragon. Lequel il tue? Celui qui vole. Alors que tu tues celui qui est à terre avec tous les héros, t'as gagné, fin de la série. Mais non, tu tues celui qui vole. Enfin, à ce niveau-là, je suis désolé, mais... Non, enfin voilà, c'était très mauvais et il n'y a aucune surprise. Là, clairement, la saison, dès l'épisode 2, j'en parlais avec des potes et je leur ai dit, ça va se passer comme ça. Il va se passer ça. Ensuite, il va y avoir tel baston. Ensuite, il va se passer ça. Et ensuite, il va y avoir tel baston. Et à la fin, ce sera ça. Et j'ai eu quasiment tout juste. Alors oui, il y a des twists que j'ai pas vu venir parce que c'était tellement con que je pouvais pas forcément l'attendre. Mais, enfin voilà, je comprends pas que les gens soient autant surpris que cette saison était nulle parce que vraiment, j'en attendais pas moins. Russell T. Davies, papa de la résurrection de Doctor Who, revient avec une série qui s'appelle Years and Years et qui en gros présente notre monde dans les 15 années à venir. C'est-à-dire les évolutions technologiques qu'il va y avoir, les évolutions également politiques et même au niveau du monde, en gros comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des guerres, etc. Et c'est plutôt réussi, c'est plutôt crédible, on croit à ce qui nous est mis. Ensuite, tous les personnages sont assez intéressants et les péripéties qu'il va y avoir autour d'eux sont assez bien traitées et apportent quelque chose, apportent un vrai message. Après, je vous avoue que la fin de la série m'a vraiment laissé un peu... Enfin, je m'attendais à mieux. Vraiment, la fin m'a un peu laissé de marbre et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes tops. Mais sinon, ça reste quand même une belle surprise. Alors, pas déçu par cette saison, hein. The Rain, c'est toujours sympathique, mais ce qui me dérange un peu, c'est que entre la saison 1 et la saison 2, j'ai pas l'impression qu'on a avancé. Il s'est passé des choses, il y a eu des nouveaux persos, mais j'ai l'impression qu'en termes d'histoire, on n'a pas avancé, et j'avoue qu'après avoir terminé la saison, je me suis dit, putain, j'ai peur que la série traîne, encore une fois, qu'on nous fasse une série où ça va durer le temps qu'il faut, et jusqu'au moment où les gens décrochent. Sauf que l'information vient de tomber, la saison 3 sera la dernière. Donc pourquoi pas. J'attends de voir. Après, je vous avoue qu'un autre truc qui m'a dérangé dans cette saison, c'est que tous les twists, on les attend. J'ai vu la série avec une amie qui était fan de la saison 1 et qui voulait qu'on la regarde ensemble. Donc on l'a regardée et je pense que je lui ai pourri l'expérience de visionnage
Parce que dès l'épisode 1, j'avais quasiment compris où ça allait, et je voyais les twists arriver des fois plusieurs épisodes à l'avance. Donc, ouais, non, vraiment, c'était sympa, mais c'était pas ouf. C'est beau, c'est bien joué, l'histoire d'amour est assez cool, mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai rien ressenti au final devant cette série. Je l'ai regardée, mais je pense que c'est une série que j'aurais oubliée d'ici 2 ans. Je l'ai trouvée plutôt banale, au final. Voilà, ceci conclut donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que j'ai pas été trop gentil avec certaines séries ou trop méchant avec d'autres. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire et on peut débattre. Je suis ouvert au débat et même si j'ai un orthographe de merde, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Après, je vous cache pas que ce que je préférerais faire, enfin moi ce que j'ai toujours essayé de mettre en place, et je n'y arrive pas, mais j'aimerais vraiment mettre ça en place, c'est plus une sorte de live débat où on revient un petit peu sur ce que j'ai pu dire ici, revenir sur mes goûts en fait, et en débattre si vous êtes en désaccord, qu'on voit un petit peu plus le sujet en profondeur, et peut-être même parler de choses que vous avez vues vous, pour m'ouvrir moi aussi à d'autres sujets. Mais c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place, dans le sens où si on n'est que 4 ou 5 en live, ça n'a aucun intérêt. Tout simplement parce que en fait, le temps que les commentaires arrivent à l'écrit, il y a des blancs, et ces blancs ils sont chiants à la fois pour le spectateur et pour la personne qui anime la chose, donc moi dans ce cas-là. Donc voilà, si on n'est que 5 à être intéressés, ça n'a aucun intérêt et autant ne pas le faire. Mais sinon, moi c'est quelque chose, je suis ouvert, je pense que ça pourrait être assez intéressant à mettre en place. En attendant, il reste l'espace commentaire, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!